Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un avis lecture. Je commence tout de suite avec les graphiques. Il y en a quelques-uns, mais je trouve que c'est relativement bien équilibré pour cette fois. Je commence avec les deux premiers tomes de Tsuzume qui a donc été adapté. J'ignore ce qui vient en premier d'ailleurs. En film, donc c'est du très célèbre Makoto Shinkai, donc le réalisateur de Your Name. Vous avez également un manga Your Name qui existe. Tsuzume s'étend plus de 2 tomes, je ne peux pas vous dire en combien de tomes pour l'instant, même si j'imagine que l'histoire doit tenir en 3. Je me suis refusée à voir la fin du film tant que je n'avais pas terminé le manga, donc je ne peux pas vous répondre avec exhaustivité sur la question. Quoi qu'il en soit, c'est un manga, encore une fois, très surprenant, comme ce que fait Makoto Shinkai de façon générale. Alors vous avez tout un côté poétique, évidemment, vous avez toute une dimension de quête initiatique, de rencontre entre deux protagonistes qui vont être amenés à évoluer au contact l'un de l'autre et qui vont s'apporter des choses qui sont très différentes et absolument inattendues. Donc nous suivons Suzume qui est une jeune étudiante vivant dans une ville portuaire de l'île de Kyushu, qui est donc une île au Japon, et enfin une des îles du Japon, et jusque-là elle a une existence somme toute banale jusqu'au jour où elle va croiser Sota, un garçon mystérieux qui va lui demander de lui indiquer l'itinéraire pour se rendre dans des espèces de ruines que Tsuzume va lui indiquer. Malheureusement, à ce moment-là, elle va apprendre que ces ruines sont fermées, qu'elles sont interdites au public, elle va partir à sa recherche, et elle ne va pas le trouver immédiatement, pas avant de faire une grosse bêtise tout du moins, et d'ouvrir une porte qui donne sur un univers un petit peu parallèle. De cette porte va émerger un espèce de cataclysme incontrôlable qui ne peut être réfréné que par l'apparition d'une pierre bloquant l'ouverture de cette porte. Malheureusement, Tsuzume a donc perdu, égaré la pierre qui s'avère être incarnée dans un petit chat. Finalement, Sota et Tsuzume vont se retrouver tous les deux, vont se passer bon nombre de choses jusqu'à ce que Sota soit transformée en chaise, ce qui est beaucoup plus complexe, vous en conviendrez, pour voyager, mais en même temps beaucoup plus pratique pour s'asseoir. Donc franchement c'était top. Moi j'aime beaucoup les univers de Makoto Shinkai de façon générale, même si je peux tout à fait entendre que certaines personnes trouvent que c'est un petit peu tiré par les cheveux parfois. Je trouve que ces univers sont somptueux, j'aime beaucoup la forme du manga qui je trouve rend justice à ses œuvres cinématographiques. Donc j'ai commencé Tsuzume, je me suis arrêtée à l'endroit où termine le tome 2. Je ne continuerai pas donc sans savoir le tome 3. Est-ce que j'ai une date? J'ai pas de date pour l'instant. Donc voilà. D'ailleurs ça m'a un petit peu frustrée, mais en même temps je me suis dit, pour Your Name, j'avais pris le temps aussi de savourer, même si je n'avais pas lu le manga avant. Donc pourquoi pas en faire de même pour Tsuzume, que j'apprécie déjà beaucoup, tant pour sa bande son, que pour son univers, que pour ses protagonistes. Je trouve que le manga c'est une bonne façon d'y replonger, si vous préférez être du côté plus, j'allais dire plus texturé, mais oui c'est un petit peu ça, de l'expérience papier finalement, vraiment du manga. Je trouve que c'est une bonne alternative et c'est sympathique, même si voilà, le film c'est exactement la même histoire, donc pas de panique, si vous n'avez pas lu le manga, il n'y a aucune différence, tout du moins pour l'instant. Je me suis interdite de vous parler de Shuzo Oshimi, enfin des Fleurs du Mal et des Liens du Sang, mais je fais une toute petite parenthèse pour les Liens du Sang, le tome 16, que j'ai terminé il y a peu. J'entends beaucoup de personnes sur les réseaux se plaindre du fait que la densité de texte s'amoindrit plus on avance dans les tomes, mais en même temps chez Shuzo Oshimi on est dans quelque chose de tellement graphique à mon sens qu'il est complexe de lui reprocher le fait que son esthétique et l'émotion et l'évolution des protagonistes passent par l'illustration simplement. Moi je trouve personnellement que ça rend vraiment justice à tout l'ensemble de cette œuvre, et que finalement si dans les premiers tomes on était dans une œuvre qui se devait de faire appel à la parole pour gagner en clarté, là maintenant on peut s'en émanciper aussi. Personnellement, enfin moi j'adore et je lirai la suite avec grand plaisir, c'était ma toute petite parenthèse, voilà. Les Fleurs du Mal, je ne vous en parle pas, même si j'ai lu l'intégralité de la saga, j'avais prévu de vous le présenter dans ce point lecture. Je me suis dit que j'y avais déjà beaucoup trop fait allusion, et de toute façon je suis censée vous mettre en ligne dans les semaines qui viennent, de préférence lorsque j'aurai terminé dans l'intimité de Marie.
une vidéo dédiée à l'œuvre de Shuzo Shimi qui est arrivée de façon fracassante dans ma vie et qui a bouleversé pour moi tous les codes de ce que j'attendais dans le manga. Voilà, il fait partie de mes mangaka préférés, très clairement, et ce en très peu de temps. J'ai un amour débordant et inconditionnel pour les Fleurs du Mal, mais je ne vous en parlerai pas tout de suite, du coup je passe sur un autre manga. Donc The Killer Inside, le tome 1 de Hajime Inoryu et Shota Ito, qui est un manga assez sympathique, beaucoup plus consensuel que ce dont je vous ai parlé jusque là, que ce soit Suzume dans un registre différent, Les Liens du Sang ou Les Fleurs du Mal. Donc on suit Eiji qui est un étudiant un peu discret, maladroit, qui commence à avoir des pertes de mémoire et qui ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Ce dont il est certain, c'est que son entourage, quant à lui, vit des expériences avec lui lorsqu'il a l'impression de ne pas être là, et ces expériences sont complètement en marge de la personnalité qu'il peut avoir, et c'est ce qui va créer, on va dire, des petits problèmes, mais pas que. Il a de très bonnes et de très mauvaises surprises. Ce premier tome, il est plein de rebondissements, donc ça va être compliqué de vous en parler très en détail. Je n'ai pas lu la suite, je ne sais pas encore si je me procurerai la suite. Je trouvais le premier tome sympathique, mais de là à lire la saga, je n'en suis pas persuadée, et sur les mangas, je garde seulement ceux qui s'avèrent être de l'ordre du coup de cœur, voilà. En l'occurrence, là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, même si j'ai bien aimé cette idée de deux personnalités qui cohabitent avec cette... oui, puisque pardon, je n'ai pas été assez explicite, mais sa seconde personnalité, donc comme le titre l'indique, c'est un... Alors pas forcément un psychopathe ou un tueur en série, lui il est fils en tout cas, d'un tueur en série, et cette personnalité, je dirais, va s'appuyer, s'ancrer sur l'existence de ce père qui a commis des atrocités. Mais Eiji se marginalise aussi dans les choix qu'il peut faire et dans les façons dont il va se comporter. Et pour comprendre ce qui se passe, Eiji, donc la partie, je dirais, consciente d'Eiji, va essayer de prendre la place de cette partie inconsciente qui semble donc occuper de plus en plus d'espace au sein de son existence. Cette partie, là, des jours qui disparaissent un petit peu, d'ailleurs, c'est le titre auquel ça me fait penser, ces jours qui disparaissent, donc de Timothée Le Boucher, donc ouvrage graphique, je vous le mettrai là, publié chez Glénat, qui est vraiment incroyable, alors qui est différent parce qu'il ne parle pas de psychopathie, mais qui est très intéressant. Voilà, donc c'était sympa, mais c'est un petit peu en surface. Alors après, encore une fois, c'est un tome 1, donc je ne vais pas m'amuser à épiloguer des heures et des heures sur la façon dont les choses sont amenées, parce que c'est un petit peu bref de juger sur un tome unique comme c'est le cas ici, en tout cas pour moi. La saga, elle fait quand même, je ne sais plus exactement, je vous mettrai le nombre de tomes sortis ici, mais il me semble qu'elle est quand même assez longue, donc voilà, c'est compliqué de vous donner un avis sur un tome tout seul. Je vous montre quand même les illustrations qui sont très sympas, qui ont un côté très ancré, très noir. Et enfin, moi j'aime beaucoup les traits de façon générale de ce manga. Mais voilà, encore une fois, pour l'instant, je ne sais pas si je continuerai. Donc je viens de vérifier, pardon, il y a 11 tomes. Comme il y a 11 tomes, je sais pas, ça me paraît un petit peu long, et en même temps je trouve que les avis sont assez élogieux. Je verrai. Je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à cette saga, je me laisse le temps pour décider, quitte à relire peut-être le tome 1 à un moment donné. Je poursuis et je commence donc avec les ouvrages romans nouvelles. Donc ici, recueil de nouvelles, Histoire de cauchemar, la grande anthologie du fantastique. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble cette collection, dont j'ai de multiples ouvrages. J'ai Histoire de double, Histoire de fantôme, et je ne sais plus, mais il y en a bon nombre. Donc ce sont des recueils de nouvelles qui vont majoritairement mettre en lumière des textes d'auteurs connus ou moins connus, mais tout du moins les textes ne le sont pas trop. Je n'ai pas vu pour l'instant de nouvelles extrêmement communes telles que Le Horla ou Le Corbeau d'Edgar Allan Poe par exemple. Respectivement de Maupassant et d'Edgar Allan Poe, mais cependant vous retrouvez des auteurs plus ou moins connus. Je pense notamment, alors du coup dans les auteurs très connus en France, on a notamment un texte dans ce recueil-là, un texte de Nerval, et on a un texte de Théophile Gautier. Donc vous voyez que vous avez des auteurs de toutes les notoriétés. Je dirais. Curieusement, les textes qui... Alors, c'est pas curieusement, les textes qui m'ont le plus plu ne sont pas ceux des auteurs les plus connus. Notamment, je pense à... Alors, attendez, est-ce que je vais la retrouver ? Donc, c'est la nouvelle qui se nomme Rêve peut-être de Charles Beaumont, qui est aussi un auteur assez connu. Donc, c'est ce qu'on appelle un rêve à dévoilement progressif, cette nouvelle. D'ailleurs, je pense que je vais exclusivement vous parler d'elle parce qu'il est assez complexe de vous faire un retour sur la totalité des titres, et que c'est la seule qui m'a profondément marqué
marquée au sens où je pourrais véritablement la relire, alors qu'elle fait tout à peine 10 pages. On va suivre un homme qui va consulter un psychiatre pardon, suite à l'apparition de rêves assez troublants qui viennent hanter ses nuits et qui pourrait présager potentiellement sa mort. Donc on est dans une ambiance finalement, je dirais, qui nous rend claustrophobe en tout cas, et on a juste cet échange entre deux protagonistes, donc l'un qui vit dans la terreur permanente et un autre qui a du mal à saisir l'intensité des craintes de son patient. Voilà, donc c'est très intéressant, c'est très bien fait pour cette nouvelle-là en tout cas. Ensuite, pour le reste, je serais tentée de vous dire que c'est à l'image de tous les recueils de nouvelles, il y a du bon, du moins bon. Malheureusement, dans la plupart des cas concernant ce titre, donc exception faite de cette nouvelle-là qui m'a beaucoup marquée et d'une autre que j'ai bien appréciée, mais vous voyez, je ne pourrais même pas vous restituer véritablement ce qui s'y déroule, tellement nous sommes dans des textes fantastiques qui ont je dirais des résonances les uns envers les autres. J'ai du mal à faire la part des choses finalement entre qui a fait quoi et de quoi parle exactement quelle nouvelle. C'était une lecture sympathique, mais je pense que je ne me formaliserai plus au point de vouloir terminer absolument les nouvelles proposées dans les titres, parce que ça a failli me mettre en panne de lecture quand même. Je n'ai pas touché de romans et de nouvelles pendant une bonne semaine durant ma lecture d'histoire de cauchemar, parce que justement je voulais absolument terminer ce que j'avais commencé et que je n'y trouvais aucune satisfaction ni aucun plaisir. Ce qui est dommage. Je ne parle pas ici de toutes les nouvelles bien sûr, mais d'une nouvelle spécifique qui est celle de Théophile Gautier d'ailleurs, qui m'a vraiment semblait longue, peu intéressante et laborieuse à lire, voilà. Donc malheureusement, forcément ça l'a pas fait avec tous les textes de ce recueil. Je continue avec une nouvelle, donc La montagne sans nom de Robert Sheckley. Donc dans cette petite collection chez Le Passager clandestin que j'aime beaucoup, donc qui est la collection 10 chroniques, je vous en ai déjà présenté quelques-uns. Ce sont des textes qui sont extrêmement brefs, ce sont des nouvelles qui abordent toujours une thématique bien spécifique. Donc ici on est en 1955, Robert Sheckley imagine le dernier des grands projets inutiles. Et alors c'est fascinant parce que c'est tout... Alors il y a beaucoup... de passages qui nous font rire jeunes dans cette nouvelle. On est sur le chantier d'un projet donc gargantuesque et conséquent qui devrait permettre à l'homme de perdurer, voilà. Sauf que l'homme a épuisé les ressources de la planète et que, enfin voilà, en gros, c'est un petit peu une course contre la montre. Il faut absolument réussir à conquérir, je dirais, le côté spatial pour un petit peu perdre la dépendance qu'on a envers la Terre, notre Terre, bref. Complexe comme explication pour si peu. Et c'est hyper avant-gardiste parce qu'en fait vous avez toute une dénonciation du coup de la façon dont on usurpe les richesses et la production terrestre sans jamais se soucier des conséquences que ça peut avoir, donc c'est très très actuel. Et dans le même temps vous avez donc cette espèce d'écho avec ce qui peut se passer dans la construction sur un territoire étranger, et c'est trop bien, franchement c'était top. Je vous encourage vivement à la lire, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que ce serait dommage, encore une fois je vous ai déjà tout dit. On suit un petit peu le contremaître d'un grand projet qui passe des appels téléphoniques et qui est confronté, je dirais, aux inégalités du terrain et qui ne parvient pas à construire, à bâtir ce grand projet pour lequel on lui a vraiment donné toutes les ressources nécessaires pourtant. Bref, vraiment découvrez cette collection, elle est top. Pour l'instant, toutes les nouvelles que j'ai lues étaient vraiment pertinentes, intéressantes, et elles apportaient quelque chose clairement, et elles me donnaient envie de plonger plus en avant dans la science-fiction, chose qui est quand même assez complexe pour moi, bien que j'adore le genre. Je suis toujours réticente quand je m'y plonge parce que j'ai toujours peur que ce soit, encore une fois, poussiéreux, trop à l'ancienne, et de ne pas trouver de résonance d'écho ou de ne pas être capté par le récit. Ce qui est absurde, hein, je vous l'accorde. Ensuite, un ouvrage que j'avais oublié de vous présenter en point lecture, Frendo est vivant, d'Adam César. Alors je vous ai tellement parlé de Frendo que je pense que maintenant, en tout cas sur la chaîne, je pense que j'ai plus besoin de vous le présenter. On est dans une petite ville. Donc la petite ville de Kettle Spring, dans laquelle vit... par contre les prénoms c'est toujours terrible pour moi. Dans laquelle vit Queen. Alors Queen elle vient de déménager, elle s'est installée sur son campus universitaire pour mener ses études à bien. Et malheureusement elle va être rappelée à Kettle Spring pour diverses raisons. Et notamment parce que voilà, notre fameux clown va ressurgir de façon assez malsaine comme d'habitude. Surprenante, malsaine, mais c'est toujours surprenant puisqu'il n'est jamais le bienvenu, Frendo, donc voilà.
Je trouve ça incroyable le retour d'engouement qu'on a sur cette figure du clown, parce qu'avec la sortie là, notamment de Terrifier 3 et de toute façon ces dernières années avec Terrifier 1, 2, on a vu progressivement l'engouement autour des clowns revenir. Donc on avait eu également l'adaptation de ça, le 2, qui remonte un petit peu maintenant, mais je veux dire finalement sur une dizaine d'années on a vraiment cette figure de clown qui est réapparue et qui fonctionne carrément. Et pour le coup, alors Adam César ne rompt pas du tout avec le genre classique, donc on est dans un slasher, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, consensuel, etc. etc. Mais on s'en fiche, c'est fluide, c'est bien écrit, c'est prenant. La narration, elle est d'une simplicité, voilà, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je ne vous invite pas à lire ce titre pour la beauté de sa langue, mais bien plus pour son côté haletant, prenant. Vous avez l'impression d'être devant un film alors que vous lisez un ouvrage, et je trouve que ça, c'est quand même une force, même si on reste dans une narration papier et écrite. Vous êtes plongé dans des cadres très cinématographiques. Vous avez les sons, les descriptions sont très immersives, voilà. Et cette immersion, elle a un côté cinématographique. Alors bien évidemment, ça doit aussi reposer sur le fait que le genre du slasher est avant tout un genre cinématographique, mais je trouve que voilà, ça coche toutes les cases et c'est super bien. Vous m'excuserez si je ne repose pas le résumé du tome 1 sur le tapis ici et maintenant. Simplement, je vous ai tellement parlé de Frendo que je n'ai pas envie de perdre les personnes qui sont là et qui me suivent assidûment. Sachez que je vous recommande dans tous les cas de lire donc Un clown dans un champ de maïs, qui est le premier tome que je vous mets en photo ici, et bien évidemment cette suite de Frendo est vivant. On aura potentiellement un tome 3, chose que j'espère grandement. Et maintenant je passe à la suite avec mon coup de cœur de la vidéo. Même si en soi Frendo, on va dire que c'est un ouvrage de cœur parce que j'aime beaucoup, ce n'est pas un coup de cœur à proprement parler. Le coup de cœur, il faut qu'il englobe plein de choses, et toutes ces choses sont englobées par Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk, donc publié ici chez Libretto au format poche. Vous connaissez peut-être l'autrice qui est une autrice donc polonaise qui a obtenu le prix Nobel de littérature 2018. Je vous ai lu un nombre incalculable de fois le résumé sur la chaîne, donc je vais me permettre de vous en faire un à partir de mes souvenirs. Donc on suit Janina Duchejko qui vit donc dans un petit hameau au cœur des Sudètes. Donc là je suis désolée, je prends la 4e parce que encore une fois les noms, les villes complexes. Donc elle vit véritablement dans ce qu'on nomme un hameau, c'est-à-dire elle est accompagnée de quelques âmes à peine, et ces âmes ne sont pas toutes là à l'année parce que l'hiver est extrêmement rigoureux, donc c'est majoritairement l'été qu'elle va être entourée. C'est un livre qui va fonctionner un petit peu avec l'idée des saisons, puisqu'on va justement découvrir ce hameau en été, en hiver, en automne et au printemps. Donc on va vraiment avoir une faune, une flore et également une densité de population qui va varier au cours du récit, chose qui est très intéressante. Et on pourrait dire que la façon d'être, la perception de la réalité de l'autrice de Janina, pardon, donc du personnage, va évoluer dans le même temps que ces saisons, cette faune, cette flore et de la densité de population qui va donc siéger dans ce hameau. Je trouve que tout ça est très intéressant, c'est très bien, il y a vraiment une harmonie, une cohérence dans ce récit qui est incroyable, mais ce que j'ai le plus aimé très largement, au-delà de l'engagement profond de l'autrice pour la cause des animaux et des femmes, qui est vraiment palpable, visible, intelligente, très bien amenée, c'est le côté complètement farfelu du protagoniste principal, qui est d'une excentricité charmante. Véritablement, on a envie de rencontrer Janina, de lui parler, de lui poser des questions. Alors elle a une passion pour l'astrologie, elle développe les espèces de... ouais, elle construit un thème astral par exemple pour comprendre telle ou telle chose. Elle prétend pouvoir répondre à la plupart des questionnements humains et même cerner toutes les personnalités des personnes à partir, donc des personnalités des gens, pardon, qui peuvent graviter autour d'elle exclusivement grâce à cette idée de thème astral. Donc il y a plein de petites choses un petit peu mystiques qui sont saupoudrées sur le roman, qui le ponctuent avec plus ou moins d'intensité selon le moment du texte, mais toujours avec une justesse et avec par moments avec un peu de cynisme, et par d'autres moments avec beaucoup d'humour. Ce que je trouve fou en fait véritablement, c'est que Olga Tokarczuk, et j'espère que je le prononce bien,
elle a une empathie pour son personnage, elle a un cœur pour son personnage, elle lui donne une identité propre. On sent que Zelina pourrait exister, elle pourrait être là, on pourrait boire le thé avec elle, c'est fascinant. Et dans le même temps, elle est porteuse de tous ces messages importants, de tous les engagements de l'autrice. Et je pense que c'est pour cette raison aussi que l'autrice la sert si bien, malgré les difficultés qu'elle va pouvoir rencontrer. C'est une femme qui est seule, on ne comprend jamais vraiment finalement à quoi pouvait ressembler sa vie d'avant. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a renoncé à bon nombre de choses pour vivre seule. Elle a beaucoup de mal à s'acclimater à l'arrivée et l'émergence de nouvelles personnes dans son existence. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont traitées. Rien n'est survolé, tout est abordé de façon encore une fois cohérente, structurée et tout participe de la complexité de ce roman, de sa densité et de son intelligence. Donc je vous invite à le découvrir bien sûr, mais de tout cœur. Je pense que c'est une de mes plus belles, c'est une de mes plus belles lectures de cette année. Je pense que je relirai ce livre, je m'attendais à quelque chose de sombre. Et ce n'est pas le cas, mais j'ai passé un moment incroyable tout de même, et il garde cette senteur, ces impressions d'automne, je dirais, si vous aimez lire de façon saisonnière un petit peu, je trouve qu'il se prête parfaitement à la saison automnale. Il y a vraiment et pourtant on se balade un petit peu partout, hein, comme je vous l'ai dit, sur une époque de l'année. Mais oui, je sais pas, on entend les feuilles craquer, les branches craquer, les animaux qui se déplacent, le brame du cerf, bref, on entend tout ça. Et c'est vraiment multisensoriel, ça fait appel absolument à tout ce bouquin. Et pour cette raison, il est incroyable et je vous le recommande 1000 fois. J'espère que j'ai été assez éloquente et claire pour vous en parler. De toute façon, vous le retrouverez d'ici peu, puisque nous sommes bientôt en fin d'année, dans mon bilan de mes meilleures lectures de l'année 2024, c'est certain. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quels sont les ouvrages qui vous ont parlé, qui vous ont donné envie. Bref, comme d'habitude, l'espace commentaire est ouvert. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.